Bonsoir à tous. Ben écoutez, me revoilà après quelques mois d'absence. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais un petit peu me présenter. Le temps aussi, comme c'est un débat live ce soir, donc je vais attendre un petit peu que pas mal de gens se connectent. Pour le moment, je ne vois personne, donc je vais attendre un tout petit peu avant. Voilà, il y a première personne. Bonsoir, il y a déjà deux personnes qui sont là. Je vais attendre un petit peu que tout le monde soit là pour pouvoir me présenter. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue sur ce débat live assez, on va dire, je dirais pas problématique, mais c'est quelque chose d'assez d'actualité en tout cas. La fameuse médecine allopathique traditionnelle, est-ce qu'elle a encore de l'avenir? Ça va être ma question pour vous. Je vous donnerai une petite explication aussi, une petite introduction, pourquoi être revenu avec justement ce titre de débat. Il y en a plein d'autres, mais pourquoi être revenu particulièrement avec ce titre de débat? Et ben voilà, il y a quand même pas mal de monde, donc je vais quand même peut-être commencer et me présenter et vous expliquer comment va se dérouler ce débat live, qui vous permettra aussi, bien entendu, de poser vos questions, de partager vos expériences, si vous le désirez. Donc, c'est pas une obligation, mais si vous le désirez. Et moi, je partagerai ma propre expérience personnelle, mais aussi celle de mes patients de façon anonyme. Et, euh, et vous comprendrez au fur et à mesure du débat et de cet échange pourquoi j'ai vraiment choisi ce titre pour mon retour. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alamine Nouria, je suis diététicienne, nutritionniste, enzymothérapeute et aromathérapeute. Il y a quelques noms barbares, mais j'avais donné quelques petites explications, mais je peux le faire en off, je dirais un petit peu plus tard, pour pas empiéter sur ce débat live. Alors, le titre aujourd'hui de ce débat live, c'est est-ce que la médecine allopathique d'aujourd'hui a encore son avenir? Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la médecine allopathique, c'est la médecine conventionnelle, traditionnelle, qu'on vit, qu'on subit pour certains depuis une soixantaine d'années. Donc voilà, à peu près, je pense, ça a commencé après la Première Guerre mondiale. Alors c'est tout simplement, vous allez voir votre médecin, vous lui expliquez votre état, il l'analyse en fonction de vos symptômes. Alors vous repartez avec souvent une prescription de médicaments qui sont plutôt des médicaments, je dirais des médicaments non naturels, des médicaments synthétisés en laboratoire. Ah, voilà, et pour lesquels il vous dit, bon voilà, vos symptômes vont disparaître après une cure d'antibiothérapie, après une cure, je dirais contre, par exemple, si vous avez un antivirus ou que sais-je d'autre, vous recevez un traitement, vous le suivez. Et alors, vous êtes censé ne plus être malade dans les 3 4 jours, voire la semaine, en fonction du type de symptômes et de diagnostic. Ça, c'est la référence ce soir. Le fameux diagnostic. Ça a bien fonctionné, je dirais, entre guillemets. Les gens sont contentés, entre guillemets, depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Mais malheureusement, d'après le constat actuel, d'après même les statistiques, je dirais, mondiales, si vous allez voir les rapports de l'Organisme mondial de la santé, on prévoit malheureusement, les gens déjà sont de plus en plus malades. Quel que soit, je dirais, le statut, quel que soit, on ne parle pas du tiers-monde, on parle vraiment là des pays développés, tout simplement, ou en voie de développement. Ça, c'est une catastrophe parce que toutes les maladies qui n'existaient pas chez eux avant, comme le diabète, comme certains types de cancers, on les voit réapparaître très très fort dans ce type de pays qui sont ce qu'on appelle en voie de développement. Donc, il dit qui se modernise un petit peu. Les gens vont de plus en plus mal et sont de plus en plus malades et seront de plus en plus malades dans les années à venir. Donc ces statistiques ne diminuent pas, malheureusement. Ces statistiques ne sont pas du tout optimistes. Que ce soit dans les grands pays comme les États-Unis, c'est une catastrophe, je dirais, mondiale chez eux aussi. Donc par rapport un petit peu aux maladies dites inconnues. On voit de plus en plus maintenant de diagnostics de maladies dites inconnues. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez voir votre médecin, vous allez voir plusieurs médecins, vous allez voir des spécialistes, vous faites une batterie de tests et on ne sait pas vous poser un diagnostic. On émet certaines hypothèses, on vous donne des traitements potentiels, pseudo-potentiels en fonction de ce qu'on soupçonne et vous êtes de plus en plus malade et vous n'êtes pas bien et c'est ce que j'ai malheureusement comme retour de mes patients.
souvent. Ça veut dire que moi, pour pouvoir traiter, je dirais, un patient, que ce soit au niveau de sa santé digestive, que ce soit même pour j'aime pas dire ce mot, un bête amaigrissement, mais je veux dire pour un suivi tout simplement, ben, j'ai besoin d'un diagnostic. Si je n'ai pas de diagnostic de médecin, je ne suis pas médecin, donc je tiens à le rappeler quand même, et je ne suis pas là ce soir pour casser du sucre sur le dos des médecins, tout au contraire. Je pense que dans certains cas, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, que la médecine allopathique a son rôle à jouer dans l'urgence, tout simplement, dans l'urgence et dans la recherche de certaines maladies dites orphelines, donc qui sont des maladies très rares et dont on a parfois très peu de retours et très peu de traitements. Souvent, ce sont souvent malheureusement des enfants qui sont atteints. Et la médecine d'urgence, ça veut dire vous avez un grave accident de la route, vous allez, on appelle l'ambulance, pour vous sauver, on est obligé de vous opérer, etc., etc. Et je pense que là, la médecine allopathique traditionnelle a toute sa place dans l'urgence. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à dire à l'heure actuelle. Mais ce que je reproche à la médecine allopathique traditionnelle, c'est que, on n'écoute plus du tout le patient. Parce qu'on n'a jamais, en fait, les médecins n'ont jamais appris à écouter le patient. Donc, c'est pas du tout dans leur cursus. Et ce que je reproche aussi à la médecine allopathique traditionnelle, c'est un petit peu ce côté, le patient, on a un protocole, ça veut dire pour tel type de maladie, on a un protocole à suivre et c'est comme ça, c'est pas autrement. Si ça fonctionne pas, on comprend pas et on va essayer autre chose jusqu'à, voilà, en espérant qu'il y a quelque chose qui marche. Le souci, c'est que à l'heure actuelle, on a ce qu'on appelle des recherches, ce qu'on appelle la biogénétique. Et dans la génétique à l'heure actuelle, chaque individu a son propre marqueur biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est unique. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire tout simplement que chaque traitement, je dirais standardisé, la médecine allopathique traditionnelle, elle aime bien mettre bien dans des cases, t'as telle pathologie, t'as tel ceci, t'as tel, on référencie, etc. Mais malheureusement, l'être humain est très complexe. Et notre codification génétique fait qu'on a notre propre empreinte biologique. Et cette empreinte biologique, elle joue un rôle donc, au niveau des interactions de certaines molécules qu'on reçoit. Ça veut dire que quand vous prenez des médicaments, il faut savoir que si on ne fait pas une analyse génétique poussée, il y a certains médicaments certaines molécules provenant de certains médicaments, malheureusement, surtout dans la médecine allopathique traditionnelle, ce sont des médicaments qui sont copiés en laboratoire. Donc, on va étudier une plante, on va se dire, waouh, cette molécule dans cette plante, par exemple, on prend la digitale qui est une plante généralement d'ornement, mais qui est une plante médicinale aussi, et la digitaline qu'on extrait, donc de la digitale, on en trouve très peu dans les médicaments. Donc, qu'est-ce que va faire les firmes pharmaceutiques? Ils vont breveter, mais on ne peut pas breveter une plante, c'est pas possible. On va copier cette molécule, la digitaline, en laboratoire et on va la prescrire dans le cadre de maladies cardiovasculaires par exemple. Mais le problème, c'est quand on extrait une molécule pure et dure, il faut savoir qu'au niveau de votre codification génétique, vous êtes susceptible de ne pas la métaboliser. Et ça peut être un poison pour vous. Alors que pour l'individu qui est à côté, un autre individu, elle sera peut-être bien métabolisée, d'accord? Donc ça, ce sont des toutes nouvelles recherches qui sont sorties. On s'est rendu compte en fait que tout le monde ne supportait pas tous les médicaments, surtout synthétiques. Alors la nature est extraordinaire, elle est superment bien faite. Quand vous utilisez une plante complète, ce qu'on appelle le totum, donc toute la plante, il faut savoir que même si une plante contient un ou deux dits poisons, ça veut dire des molécules qui sont toxiques, nocifs, il faut savoir que toutes les autres molécules que contient la plante vont venir tempérer et modérer vraiment très fort cet effet de toxicité, voire l'annihiler. Ça veut dire que quand vous prenez un traitement à base de plantes, ça veut dire que les effets sont moins, je dirais, directs, parce que le traitement de plante est beaucoup plus long, vu qu'on le prend sous la première forme galénique, donc la première forme de prise qu'on le prend généralement, c'est sous forme d'infusion, de teinture mère, ou pour les gens qui connaissent un petit peu la phytothérapie. Donc c'est toute la plante, ou une partie, c'est les racines, ou la partie aérienne qu'on utilise, pour traiter, je dirais, tel ou tel type de maladie. Donc on s'est rendu compte qu'au niveau de ces recherches-là, c'est quand on prend la plante, la plante en entier, le totum entier, les effets secondaires étaient mineurs et que ces molécules, comme la digitaline par exemple,
si elle était prise dans toute sa, je dirais, il ne faut pas le faire, hein, parce que c'est quand même une plante assez forte, mais donc ça veut dire que les effets secondaires pour ce type de médicaments sont beaucoup moins forts, d'accord? Donc ça, c'est vraiment des constats qu'on fait à l'heure actuelle. Et je pense que certains médecins aussi se posent certaines questions un petit peu sur leur pratique. Donc c'est pour ça que je ne jette pas la pierre à tous les médecins, mais certains médecins se rendent compte qu'ils sont limités parce que les patients sont de plus en plus malades et ils n'arrivent pas à faire un diagnostic. Donc moi, ce que j'ai maintenant dans ma patientèle qui arrive chez moi, c'est que j'ai des patients qui ont été voir 10, 15 médecins différents avec des spécialistes et qui ont eu un parcours catastrophique, je dirais au niveau médical, et il n'y a toujours pas de diagnostic. Donc, on ne sait pas poser un diagnostic à ces personnes qui sont en souffrance, en réelle souffrance, dont souvent les symptômes, malheureusement, au fur et à mesure du temps, deviennent exponentiels. Ça veut dire que leur cas s'aggrave de pire en pire en fonction des années. Et moi, je me suis dit, à un certain moment, bon, le but c'est aussi, hein, ce débat, c'est que vous posiez aussi vos questions par rapport un petit peu à votre propre expérience ou celle de votre entourage. C'est comment cela se fait que la majorité du corps médical ne se pose pas les bonnes questions et se dit, là, on a un problème, on a un souci au niveau de la prise en charge de nos patients. Nous n'arrivons pas à faire un diagnostic. Alors le pire, c'est que certains médecins renvoient le patient en disant que c'est des symptômes psychosomatiques. Ça veut dire qu'on dit que au patient qui souffre réellement, qui perd ses cheveux, ou qui a des plaques partout dans le corps, qui est en réelle souffrance, que c'est dans sa tête en fait, qu'il est malade dans sa tête. Alors, la part de gestion du stress dans le cadre du bien-être ou de la prévention de certains types de maladies, ou du déclencheur de certaines maladies, de la plupart des maladies, le stress a un impact, on sait, non négligeable dans le déclenchement de certains types de cancers ou de certains types de maladies auto-immunes. Ça, je ne néglige pas, mais quand un patient arrive en souffrance chez vous, il faut l'orienter, il faut le guider, il faut le conseiller. Et voilà, et peut-être que même si le médecin n'est pas apte à prendre en charge ce patient, de déléguer à ce qu'on appelle des médecines dites parallèles, pourquoi pas, pour essayer de voir qu'est-ce que ce patient a. Alors, on ne prétend pas, en tout cas dans mon cas, je ne suis pas médecin, je le répète, je ne prétends pas faire un diagnostic, parce que moi j'ai besoin vraiment d'un diagnostic pour pouvoir traiter. Alors, je me suis rendu compte que quand même, les patients qui arrivent en souffrance, il faut les aider. Et en fonction de ce que je reçois un petit peu comme information, j'essaye un petit peu de faire de la prévention de symptômes ou de ralentir les symptômes. Je vais revenir sur l'alimentation. Vraiment, je vais vraiment appuyer sur l'alimentation. Je vais vous expliquer l'importance de l'alimentation dans votre vie. Ça doit être une priorité. Et je suis là vraiment pour le répéter encore aujourd'hui et demain. Et je ne parle pas de régime, je ne parle pas de taille, je ne parle pas de corps parfait ou d'esthétique. Je parle de santé. C'est vraiment très, très important. Je vais m'arrêter une minute pour lire la question. Alors, j'ai Isabelle qui me dit qu'il y a des chefs d'orchestre spécialistes... je n'arrive plus à lire. Ah voilà. Des chefs d'orchestre. Attends, parce qu'il y a des chefs d'orchestre, chaque spécialiste campe sur son domaine, effectivement. Et il y a de plus en plus de maladies multisystémiques. C'est tout à fait ça, vraiment. Alors, c'est étrange parce que je me suis rendu compte en fait que ça se passait pas que chez nous. Aux États-Unis, au Canada, il y a énormément maintenant de médecins qui se réveillent et qui essayent un petit peu de créer des réseaux. Donc il y a pas mal de documentaires sur Netflix, pour ceux qui sont sur Netflix, comme Heal, comme Diagnosis. Je dis pas ce qu'il y a dedans, c'est la panacée ou je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ça permet un petit peu une prise de conscience de ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors pourquoi j'en parle et j'insiste aujourd'hui? J'en parle et j'insiste parce que ça va aller crescendo. Donc ça va vraiment aller en s'aggravant. Alors, l'industrialisation et la mondialisation nous tuent au fur et à mesure. C'est tout à fait vrai. C'est vraiment ça. Alors, d'où l'importance de l'hygiène de vie et l'alimentation. Alors, je vais vous citer un petit peu des nouvelles techniques. Donc, j'ai donné mon avis sur la médecine allopathique traditionnelle. Si vous avez des questions, moi, je répondrai avec un grand plaisir. Donc, on a un problème de diagnostic, de pose de diagnostic à l'heure actuelle.
Isabelle le disait bien, c'est sur les maladies systémiques, notamment maladies auto-immunes. C'est bizarre parce que à certains moments, on a même du mal à tester certaines maladies, donc auto-immunes, maladies orphelines. Et quand on voit par exemple dans une des séries de diagnostics, donc c'est un médecin qui va poser des questions partout dans le monde à des spécialistes, à monsieur et madame tout le monde, à des patients qui sont atteints de la même symptomologie, de tel ou tel type de maladie. Elle va regrouper ces données et elle va poser un pré-diagnostic en fonction de la majorité des réponses qui sont, on va dire, les mêmes. Et elle va essayer d'aider les gens à trouver une solution. Et bizarrement, il y avait le premier cas, je ne dis pas que tous les cas on les résout aussi facilement, c'était l'alimentation. En changeant son alimentation, la fille c'est une jeune fille, une adolescente, elle a gagné en qualité de vie quelque chose d'extraordinaire. Donc je ne comprends pas pourquoi, quand on va voir le médecin, moi-même j'ai eu, pendant cette pause de 3 mois, j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux, etc. Et j'ai été choquée de l'accueil de certains médecins, de ce côté je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors les réponses c'est chaque fois, t'as un symptôme, t'as quelque chose, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, ça va disparaître peut-être comme c'est arrivé. Alors c'est assez bizarre parce que tu vas voir ton médecin pour savoir ce que tu as, tout simplement. Et que si ton médecin n'arrive pas à poser de diagnostic pour savoir ce que tu as, à part quand tu as une cystite ou quand tu as une gastro ou quand tu as une otite, je trouve ça quand même gravissime. Parce que à l'heure actuelle, vu l'hygiène de vie, vu le niveau de stress, vu le niveau de pollution, ce qu'on appelle les maladies systémiques vont apparaître, les maladies auto-immunes vont être de plus en plus présentes. Et les gens, je dirais, ces maladies-là, les symptômes sont très, très, très handicapants, très invalidants. Donc, il y aura un problème au niveau de la sécurité sociale, il y aura un problème grave sur du long terme. Donc, je ne comprends pas pourquoi les services publics, les services de santé, n'interviennent pas beaucoup plus sur la prise en charge et la prise en charge du patient et la prévention. La prévention passe d'abord par votre assiette. Avant de parler du côté alimentation, je vais vous introduire un petit peu les nouvelles techniques que vous allez sûrement entendre parler. Si vous n'avez déjà pas entendu parler de ce type de technique-là, je pense qu'elle date, il y en a qui datent quand même de l'après-guerre, hein, je dirais, mais qui ne sont pas connues, car peu utilisées ou pas du tout utilisées par le corps médical, donc, et souvent utilisées par des médecins qui ont abandonné leur titre de médecin pour faire ce qu'on appelle de la médecine alternative. Voilà, donc il y a une belle référence que je vais citer à la fin du docteur Horwitz, donc qui est le diagnostic multisystémique. Donc je donnerai certaines références à la fin, je vais les regrouper et les mettre sur mon mur, comme ça tout le monde, merci Isabelle, comme ça tout le monde pourra avoir accès aux références de bouquins qui pourraient les aider tout simplement. Moi je donne des résumés de ce que j'ai pu lire et constater, d'accord? Alors, il y a des techniques diverses qui sont apparues, soit je dis après-guerre, ou qui sont toutes nouvelles parce que la biotechnologie le permet maintenant. Ça veut dire la biotechnologie permet un petit peu l'analyse génétique beaucoup plus profonde, beaucoup plus adaptée, où on lit aussi les nouvelles technologies. Et on a vu apparaître certaines techniques qui ont eu pas mal de résultats, on va dire, positifs dans certains cas. Alors, on a ce qu'on appelle la virothérapie. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La virothérapie, en fait, on l'utilise de plus en plus à l'heure actuelle pour traiter certains types de cancers. Alors, la virothérapie, donc on utilise un virus oncolytique, comme on appelle ça. Donc, ce virus oncolytique, c'est quoi? Donc, c'est un virus qu'on manipule génétiquement, qu'on envoie dans les cellules, et il n'attaque que les cellules qui sont, je dirais, qui sont infectées qui sont malades, qui sont cancéreuses. Donc, il ne touche pas aux autres cellules, tout simplement par un mécanisme très très simple, parce que les cellules normales produisent ce qu'on appelle un élément l'interféron, j'ai oublié le terme, excusez-moi. Donc, qui produisent un élément, je dirais, de défense immunitaire. Voilà, j'ai retrouvé le mot. L'interféron, parce que la cellule normale, quand elle est attaquée, elle répond tout simplement. Donc, par des interférons qui tuent ce virus. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors qu'une cellule cancéreuse n'a pas cette propriété-là. Donc, le virus va attaquer les cellules cancéreuses et à l'heure actuelle, il y a pas mal de résultats assez positifs sur certains types de cancers. Je ne dis pas qu'il faut essayer ou qu'il ne faut pas essayer. Je vous donne vraiment les nouvelles techniques dont j'ai eu accès aux résultats.
d'accord, qui sont beaucoup moins invasifs que la chimio, la radiothérapie par exemple, et qui peuvent par même être en traitement complémentaire. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'ozonothérapie. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler. Donc, c'est des traitements à base d'ozone. Il y a eu, ça existe depuis l'après-guerre. On en a utilisé beaucoup pendant enfin, même pas l'après-guerre, pendant la guerre aussi, donc la Première Guerre mondiale même. On utilisait ça vraiment souvent comme antibactéricide. Donc on utilisait vraiment pour désinfecter certains ustensiles, et on s'est rendu compte en fait que l'ozone avait des propriétés, elle stimule le système immunitaire. Donc le traitement consiste, je vais vraiment faire résumer très court, consiste à injecter, donc on vous prélève 2 litres de votre sang de façon continue, et alors on injecte de l'ozone dans votre sang et on le réinjecte dans votre corps. Il y a certains résultats qui sont extrêmement positifs dans certains types de maladies. Je ne dis pas de nouveau que c'est la panacée, mais c'est un traitement alternatif voilà, pour un petit peu faire un reset dans le métabolisme. J'ai eu 2 ou 3 retours de certains de mes patients qui l'ont fait, avec des retours assez positifs. Moi j'aime bien regarder aussi la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'après-traitement, toujours l'après-traitement. Alors évidemment, on ne fait pas ça sur une base de déséquilibre, hein. Donc on fait un traitement de fond. D'abord on rééquilibre ce qui a rééquilibré, et puis ensuite on fait ce type de thérapie. On ne va pas faire des thérapies comme ça alors qu'on est complètement déséquilibré, qu'on mange mal, qu'on est hyper stressé. Voilà, il faut d'abord régler certaines choses dans sa propre hygiène de vie, et après on fait ces techniques alternatives. On a remarqué quand même que les résultats étaient beaucoup plus probants à ce moment-là. Alors, la grande mode à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la greffe fécale. Alors la greffe fécale, on commence à en avoir en Europe, elle a commencé aux États-Unis, au Canada. Et la greffe fécale consiste à injecter des selles d'un individu sain chez un individu qui est, je dirais, malade. Alors, moi je suis contre et pour. Je vais vous expliquer dans quel cas je suis contre et dans quel cas je suis pour. Alors, je donnerai aussi les références pour l'ozonothérapie en Belgique où ça se passe. En Europe, il y en a 2 qui en font, je pense, hein. Je ne sais même pas si en France... il y en a en France, mais ce n'est pas les mêmes techniques et ce n'est pas les mêmes avancées. Mais ceux qui sont en France, c'est l'Allemagne, la Hollande et la Belgique où on fait de l'ozonothérapie. Mais je te donnerai, Isabelle, sans problème voilà, sans problème ces techniques-là. Alors la greffe fécale, je suis contre, dans le sens où on en fait un traitement de prévention. Ça veut dire que voilà, on va, comme maintenant l'hydrolathérapie par exemple, du côlon ou ce genre de choses-là. Moi je suis pas très pour, parce que on injecte, c'est un peu comme les probiotiques, moi je suis pas pour non plus. On injecte des bactéries qui ont un code génétique, donc protéines animales, d'un code génétique différent du vôtre. On est né avec un pool, je dirais, une flore intestinale qui nous est propre, qui a notre propre marqueur génétique. Si on commence à introduire des corps étrangers, ça risque de poser des problèmes au niveau du déséquilibre de la flore intestinale. Et vous risquez de provoquer certains types de cancers, même parce que vous n'avez plus vos propres bactéries pour vous protéger. Donc pour ce genre de cas préventifs ou de cas, je dirais, voilà, qui sont plutôt doux, qui peuvent être guéris par le jeûne ou par une cure, par un rééquilibrage alimentaire tout simplement. Je préfère d'abord essayer la méthode, je dirais, la moins invasive que cette méthode-là. Alors là où je le conseille, où je suis vraiment, et les résultats d'ailleurs sont à 99% de réussite, c'est quand un patient attrape ce qu'on appelle le Clostridium difficile. Donc c'est une bactérie très invasive qui peut provoquer la mort chez certains patients. Alors, on a fait beaucoup de tests, mais surtout aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, beaucoup des patients sont ce qu'on appelle... ils ont quasi un intestin stérile. Ça veut dire que leur hygiène de vie, la malbouffe, le stress, etc. font que la qualité du microbiote de la majorité du peuple, je dirais, américain, est très basse. Donc, eux-mêmes sont déjà malades. Donc, ils deviennent de moins en moins résistants à tous les traitements. D'ailleurs, ils y vont au niveau, je dirais, chimique, eux, depuis des années. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est de pire en pire à l'heure actuelle. Donc, d'où l'importance des personnes, garçons ou femmes, qui comptent avoir un enfant, par exemple. L'hygiène de vie est primordiale parce que vos gènes défectueux, vous les passez
vous les transmettez à vos enfants. Donc si la génération 1 a mal mangé, la génération 2 a mal mangé, donc beaucoup de produits industriels, beaucoup de médicaments, vous transmettez ces gènes défectueux à la génération suivante, plus l'environnement, plus la pollution qui ne s'améliore pas, et bon, tout ce qui va avec. Donc on a des enfants de moins en moins résistants et qui auront des chances d'être de plus en plus malades. D'ailleurs, il y avait un médecin qui disait qu'il est occupé à voir, mais ça c'est à titre par rapport à l'obésité, mais je ne parle pas que de l'obésité dans ce cas-ci, qui disait que c'était les générations des enfants maintenant ne survivraient pas à celles de leurs parents. Et il a tout à fait raison. Donc c'est une responsabilité que vous avez d'avoir une hygiène de vie impeccable, non pas pour contrôler quelque chose ou maîtriser, ça doit devenir un réflexe naturel pour vous, pour votre santé et celle de vos enfants. C'est c'est très important. Alors, il y a Isabelle qui me dit que le système immunitaire risque de réagir violemment à l'implantation de bactéries fécales étrangères. Alors non, parce qu'il y a un traitement de stérilisation avant des intestins. Ça veut dire que ces patients sont entre la vie et la mort. Donc, si on leur fait pas de greffe fécale, ben, ils meurent. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, on nettoie le côlon, on le rend quasi lisse. Et ensuite, on injecte ces bactéries. Et on s'est rendu compte, en fait, que 99% des gens qui recevaient ces greffes fécales étaient sauvés. C'est aussi simple que ça. Donc, ce sont des gens qui ont été hospitalisés avec ce qu'on appelle des maladies nosocomiales graves, quasi incurables. Tous les antibiotiques ont été pris par le patient. Et le patient n'a pas réagi. Donc, il était entre la vie et la mort. Et là, on s'est rendu compte que que cette greffe fécale leur a sauvé la vie. Donc, c'est une alternative comme une autre. Je dis, je suis pas, parce que je vois venir, hein, ça veut dire que je vois venir un peu certaines institutions qui comptent en faire leur gagne-pain en proposant des greffes fécales de prévention. Ça, il faut surtout pas faire, vraiment. Alors, la médecine orthomoléculaire, est-ce que vous en avez parlé? Vous en avez entendu parler ou pas? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, la médecine orthomoléculaire? Sûrement. Le nom vous dit peut-être rien, mais sûrement vous avez entendu de certaines thérapies. Je ne sais pas. Donc, je vais vous donner la définition. Donc, en fait, la médecine orthomoléculaire, c'est une médecine en fait qui va utiliser certains micronutriments ou nutriments pour en faire des traitements médicamenteux. Ça veut dire que on va utiliser par exemple la vitamine C à haute dose, la vitamine D à haute dose, certains éléments comme le NADH qui participent au cycle de Krebs à une certaine dose pour, dans les études qui ont été faites, c'est pour le cancer par exemple, pour guérir certains types de cancers. C'est souvent dans le cadre de cancer ou certains patients atteints du sida, etc. Il y a eu des résultats assez probants dans certains cas, surtout pour la vitamine C qui est revenue à la mode. Après, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ça peut être un traitement alternatif, en plus pour moi de la chimio ou de la radiothérapie si jamais c'est nécessaire. Après, je ne pourrais pas me prononcer exactement là-dessus. Je dis toujours, si jamais j'étais atteinte de ce type de maladie, j'aurais vraiment essayé ce type de médecine alternative avant peut-être, ou en parallèle de la chimio ou la radiothérapie. Mais c'est des choix personnels que chacun doit faire. Mais je pense que la chimio et la radiothérapie à l'heure actuelle, on dit que ça tue, c'est plus les effets secondaires. Mais quand on est atteint d'un cancer, surtout stade 4 ou stade 3, je pense qu'on fait tout pour pouvoir se sortir vivant en tout cas. Donc je ne cracherai pas là-dedans la soupe par rapport à ce type de médecine-là, mais sachez qu'il existe des alternatives. Voilà, c'était vraiment. Et que ce n'est pas certaines alternatives, je vous donnerai l'exemple du CBD par exemple. Donc le CBD c'est une molécule anti-inflammatoire, antidouleur très très puissante qu'on trouve dans le cannabis par exemple. Et à l'heure actuelle, le cannabis n'est toujours pas toléré comme médecine, comme médicament, comme plante médicinale. Elle a toujours été interdite et il faut savoir qu'énormément d'études ont été faites aux États-Unis et au Canada. Surtout avec l'extrait d'huile de CBD. Donc on garde la plante en entier. Je tiens à préciser que ce n'est pas une molécule reproduite en laboratoire, c'est la plante qui est en entier, qu'on va utiliser, qu'on va faire infuser et qu'on va donner à des enfants. On a donné ça à des enfants soit en traitement parallèle d'une chimio ou d'une radiothérapie et les résultats ont été extraordinaires. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel moi je vais de plus en plus m'intéresser.
parce qu'on en a, alors que c'est une plante médicinale qui existe, qui a été utilisée depuis la nuit des temps et qui pourrait être une alternative à la douleur, à la morphine qui a des effets secondaires catastrophiques, au Valium qui a des effets secondaires catastrophiques, et cette plante pourrait solutionner certains cas sans addiction profonde, parce qu'il faut savoir que les addictions profondes sont souvent médicamenteuses à la base, voilà, comme le fentanyl ou ce genre de choses-là, qui a été proposé à certaines, pendant une certaine période, surtout les gens qui ont subi, qui ont fait l'armée, qui sont revenus avec le syndrome de la guerre du Golfe ou autre, et ça a été... C'est devenu des héroïnomanes à cause de ce type de médicaments-là. Je vais m'arrêter pour lire un petit peu les questions. Alors, j'ai un très gros problème d'œdème osseux qui ne veut pas porter. Je profite pour parler du système osseux. Alors ça, donc Bilal, je te prends, enfin, tu m'envoies un petit message en privé là, parce que là, c'est vraiment des questions d'ordre général. Et là, l'œdème osseux, ça c'est voir un petit peu ce qui s'est passé. Et j'ai besoin d'un peu plus d'informations. Mais avec un plaisir, je te répondrai avec un grand plaisir en privé. Alors, et c'est la technique de Gerson-Kellen, je ne connais pas. Donc, moi je parle de techniques de molécules, de grosses techniques. Mais bon, Damien, tu m'en diras plus. Je parlerai ça dans une prochaine vidéo avec un grand plaisir. Voilà, CBD, Alzheimer, CBD, douleur, CBD chez les enfants, cancéreux, etc. On a trouvé vraiment beaucoup d'effets positifs à ce traitement-là, alors qu'on donnait des doses médicamenteuses affreuses à ces pauvres enfants, et les résultats sont miraculeux, vraiment. Là, dans ce côté-ci, j'ai vraiment vu des résultats assez spectaculaires. J'en reparlerai de façon plus poussée, dès que j'ai un peu plus d'informations, dès que j'ai un peu plus de résultats, et surtout d'alternatives. Ça veut dire, le but, moi, c'est pas vous lancer des trucs comme ça et vous dire, bah, je sais pas où ça se fait, bon, ça sera peut-être valable un jour. Donc, le but, c'est un petit peu vous orienter vers où vous pouvez vraiment avoir accès à ce type de traitement-là. Alors bon, le reste vous connaissez sûrement, bah voilà, l'aromathérapie, la phytothérapie, ce sont des traitements, je dirais, alternatifs qui ont prouvé depuis des années, mais les gens, je dirais, enfin la médecine traditionnelle à l'heure actuelle, et les gens se désintéressent très fort à ce type de médecine alternative. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation, parce que le temps, je dirais, pour que les symptômes disparaissent est plus long. Donc, il faut savoir que quand on prend un dafalgan, ben, on a mal, on prend 2 dafalgans, ben, dans une demi-heure, dans l'heure, on n'a plus mal. Alors que quand on prend une plante, ben, la douleur diminue de façon, je dirais, progressive. Ce qui est beaucoup plus important pour le corps et beaucoup plus intéressant pour le corps. C'est moins violent, déjà de 1. Et de 2, ça vous permet, quand il y a une douleur, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Par exemple, vous faites vous faites un tour de rein, vous foulez une cheville. Si vous sentez pas la douleur et que vous remarchez sur votre cheville, ben vous risquez d'aggraver votre problème. Donc la douleur, souvent on dit bon, la douleur, oui, mais bon, on n'est pas obligé d'avoir mal à l'heure actuelle, mais la douleur, je dirais, a un sens. Ça veut dire que si elle est présente, c'est pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui va arriver, mais elle est importante dans le cadre de la guérison. Donc le fait de prendre des plantes, que ça diminue la douleur et ça ne la fait pas disparaître, c'est intéressant, et ça vous permet un petit peu de moins vous mouvoir dans certains cas, et voilà, vous permet de vous arrêter de bouger. Et voilà, il y a des techniques aussi de respiration que les gens ont oubliées. En sophrologie, on fait ça. Il y a pas mal de techniques qui vous permettent un petit peu de mieux gérer certains types de douleurs, et au lieu de passer suite à 6 grammes je connais des personnes qui prennent 6 grammes de dafalgan par jour, genre tranquille, pendant une semaine, 2 semaines, pour eux c'est normal. Ah bah oui, c'est un médicament, c'est juste du dafalgan. Il faut savoir que vous risquez d'avoir de très graves problèmes rénaux avec ce type de médicament-là. Chaque médicament a un panel d'effets secondaires, d'accord? Faites très attention. Les plantes, il faut les suivre par traitement, d'accord? Le but, c'est un petit peu de se discipliner et de prendre conscience que chaque élément, chaque chose que vous allez introduire, et là je vais passer tout de suite à la partie, on va dire, alimentation et l'importance de l'alimentation dans votre vie de tous les jours. Donc le fait d'ingérer certaines substances, ben, ça a un impact, d'accord? Donc il faut faire il faut être beaucoup plus conscience de votre corps. Pour vous, vos enfants, vos futurs enfants, etc. N'oubliez pas, si vous faites les choses mal, vous les transmettez à vos enfants.
D'accord? Vous avez une responsabilité aussi. Donc, je ne veux pas non plus, je dirais, chaque fois, je dirais être un peu, on va dire, alarmiste. Mais le problème, c'est que à l'heure actuelle, il y a très peu de choses qui avancent. Et j'ai vraiment l'impression que les gens n'ont pas conscience que c'est par leur assiette que leur santé se passe, en fait. Alors, si vous êtes malade, si vous n'allez pas bien, vous déclenchez une pathologie particulière, la première chose à faire, c'est votre assiette. C'est mettre de l'ordre dans votre hygiène de vie. Ça veut dire quoi? Vous pouvez prévenir énormément, je ne dis pas guérir, vous pouvez prévenir énormément de symptômes de n'importe quel type de maladie que vous avez, quel que soit le diagnostic, vous avez de la chance si vous en avez un, quel que soit le diagnostic, vous pouvez vraiment diminuer très fort les symptômes en passant par votre aide. La première chose, le premier conseil que j'ai vraiment à vous donner, vous éliminez tous les produits industriels. Tous les produits industriels quand vous êtes malade. 0 produit industriel. Vous allez voir qu'en moins d'une semaine, votre état, comment il va s'améliorer. En moins d'une semaine. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin d'attendre 3, 4, 5 ou 6 semaines. Vous allez le voir tout de suite. Deuxième conseil, mangez des fruits et des légumes de saison, locaux, non traités. Alors, j'utilise plus le mot bio parce que le mot bio est devenu péjoratif pour le moment. Mais si vous avez un maraîcher, il y en a de plus en plus maintenant, surtout par rapport, je peux parler pour la Belgique et la France, vous avez des accès à ce type de produits-là. Ces produits sont généralement au prix du marché, ça veut dire qu'ils ne sont pas plus chers. Donc, si vous cuisinez des produits bruts, ça ne va pas impacter de façon significative votre portefeuille. C'est vraiment un investissement santé. Alors, je dis, ouais, mais ça a l'air facile. C'est pas si facile que ça. Parce que quand vous allez faire le tri dans vos armoires pour supprimer tous les produits industrialisés, vous allez vous rendre compte que c'est pas si facile. Ça va du pain à, je parle aussi des produits cosmétiques, avec quoi vous allez vous laver, etc. Faites très attention. Parce que tous les produits chimiques, le problème c'est que c'est pas de nouveau une fois ce qu'on appelle la pizza de root care sur la journée, c'est vous allez vous laver au shampoing industriel, synthétique traditionnel, vous allez vous mettre les crèmes, pour les femmes ou même les hommes, mettre des crèmes qui sont plein de produits chimiques. Vous allez avaler de l'eau du robinet. Généralement, je suis désolée pour l'eau du robinet, mais c'est pas une eau pour moi elle est bactériologiquement correcte, mais elle n'est pas santé. Vous allez, enfin, c'est pour ceux qui boivent de l'eau, sinon c'est coca, soda et voilà, et tous les produits qui vont au café ou voilà, je dis pas que je suis pas contre le café, mais bon, si vous buvez 6 tasses par jour de café, ça devient un poison aussi. Donc faut rester un petit peu aussi raisonnable. Donc, ou des jus de fruits industriels, ça va être du pain de mie ou du pain blanc ou du pain de la boulangerie industrielle, où je vous dis, pour obtenir de la farine blanche, on traite la farine avec 60 additifs différents. Donc, vous allez les avaler de toute manière. Vous allez chez votre boucher, vous allez acheter de la viande industrielle. Donc, la bête, elle aura pris tous les produits chimiques, toutes les injections d'hormones possibles et inimaginables. Je dis pas le nombre de produits médicamenteux pour qu'elle tombe pas malade. Je parle même pas du poulet industriel. Je sais même pas comment c'est encore possible d'autoriser la vente de ce type de produit-là. Je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis, pour le bien-être animal, les conditions d'élevage. C'est même plus, je dirais, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est inconcevable, vraiment inconcevable. Donc, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Donc, faites-vous guider par une nutritionniste, une diététicienne, faites-vous guider par quelqu'un qui vous écoute. Allez vous inscrire il y a pas mal de groupes qui proposent un petit peu justement de faire des commandes groupées, ça revient un petit peu moins cher. Il y a vraiment pas mal de choses à faire pour améliorer votre état de santé. Ça paraît très bête ce que je dis, en disant ouais mais on sait qu'on doit bien manger, mais je vous assure que au niveau des symptômes de vos maladies, quand vous êtes malade, le premier geste, le fait de faire juste ça, ça va vraiment vous enlever, je dis 60% de vos symptômes. 60% de vos symptômes. Et là, vous comprendrez l'impact qu'a votre assiette dans votre corps. On ne peut pas carburer avec autant d'additifs qu'on avale, avec autant de produits chimiques qu'on avale, c'est pas possible, vraiment. Donc faites vraiment attention à votre assiette. Je ne vais pas vous donner, il faut manger des protéines, il faut manger dissocié, il faut manger des régimes intermittents. Moi, je vous dis juste,
écoutez votre corps, supprimez tous les produits, je dis bien tous les produits industriels. Si vous voulez un cookies, vous le faites vous-même. C'est vraiment à ce point-là. C'est vraiment juste à ce niveau de détail-là. D'accord? Après, il y a des régimes évidemment un peu plus particuliers à suivre pendant un certain temps en fonction de votre métabolisme, en fonction de ce que vous supportez ou pas. Ça, c'est la deuxième étape. Mais si vous ne savez pas quoi faire pour commencer ce type ce type de changement-là, supprimez déjà les produits industriels. Cuisinez vous-même. Donnez-vous le temps, vraiment, mettez ça en priorité pour vous et vos enfants. Je sais que la vie, elle est pas facile. On court partout. Faut rentrer. Il y a mes enfants, il y a la maison, il y a ceci, il y a cela. Mais donnez-vous ce temps. Vous allez gagner en énergie, en temps. Et ça sera le plus beau cadeau, hein, même pour moi, que vous pourrez faire à vos enfants et à vous-même. Parce que si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, vous êtes aigri, vous criez tout le temps, vous êtes de mauvaise humeur, tout ça est lié à votre état de santé. Donc, allez, avoir le coup de cafard ou être énervé parce qu'on a passé une mauvaise journée une fois de temps en temps, mais être tout le temps, tirer la gueule tout le temps, être pas bien, être fatigué, se lever au pied de biche tous les jours, ce n'est pas normal. Donc, je le répète et je le dis, n'acceptez pas avoir mal quelque part tous les jours, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose, c'est un signal que votre corps vous envoie en vous disant « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu continues à me faire du mal comme ça, eh bien, tu vas tomber malade. Je vais provoquer quelque chose qui est plus important. » Le problème, c'est que les gens se sont habitués à ce type de douleur, à vivre avec ce type de douleur-là, et c'est ça qui n'est pas normal. Donc, je tire vraiment la sonnette d'alarme ce soir en vous donnant un petit peu les alternatives que je republierai d'une façon un peu plus propre. Les alternatives de médecine naturelle. J'espère que vous n'en aurez jamais l'occasion, je dirais, d'en faire un traitement, parce que le but ici, c'est de la prévention. Le but, c'est que vous ne soyez pas malade. Et ça commence par votre assiette et votre état d'esprit, d'accord? Parce que c'est bien aussi d'avaler et de faire ce qu'on appelle de l'orthodexie. Ça veut dire, ouais, je fais tout super, mais alors ça devient une espèce de maladie, parce que l'orthodexie est quand même une espèce de maladie où on va commencer à contrôler, calculer. Non. Il faut aussi faire un travail sur soi, la gestion du stress. Il y a énormément de techniques, la sophrologie, le yoga, pour aller voir un psychologue. Chacun trouve sa technique, la méditation, la prière. Essayez de prendre du recul par rapport aux événements, entre guillemets, qui vous stressent. Parce que le déclencheur, en fait, on est des espèces de bombes ambulantes en permanence. On mange mal, on stresse, on n'est pas bien. Et à un certain moment, la bombe, elle explose. Et quand elle explose, à l'heure actuelle, c'est pas j'ai un rhume, j'ai la grippe. Ah non, c'est des maladies auto-immunes, c'est des cancers. Et je le vois, moi, personnellement, dans ma patientèle, et j'ai été voir les chiffres de l'Organisme mondial de la santé, des rapports officiels, c'est exponentiel. C'est une catastrophe. Et on prédit plus de malades, plus de morts et de plus en plus jeunes. Et d'une qualité de vie qui va très fort diminuer. Alors c'est bien qu'il existe des alternatives le jour si jamais, je l'espère pas pour vous ni pour vos enfants d'être malades, mais le but c'est de prévenir. D'ailleurs c'est un des premiers principes de la médecine chinoise. Un bon médecin, c'est un médecin qui n'a pas de patient, voire très peu. Donc le but c'est de faire de la prévention. Tout le corps médical doit être plus à l'écoute des patients, beaucoup plus parler de l'alimentation, parce que aucun médecin non, il te parle de ton index, de ton IMC. Bon, rien à foutre que tu me parles de mon IMC. Moi, je sais que je suis en bonne santé, que j'ai 10 ou 5 ou 15 kilos de trop. Moi, je sais que je suis en bonne santé. Donc, moi, je m'en fous de l'indice de masse corporelle. Pose-moi les bonnes questions. Pose-moi dis-moi ce qui ne va pas chez moi, pour telle ou telle raison. Essaye de me faire comprendre certaines choses. Je pense que le corps médical doit avoir un autre discours à l'heure actuelle et que les 10 minutes écoulées par spécialiste, c'est révolu. Je pense qu'à un certain moment, beaucoup de personnes vont commencer à se détourner de la médecine traditionnelle, de la médecine allopathique traditionnelle, pour aller vers des médecines alternatives. Alors, il y a du bon et du moins bon. Il y a beaucoup de charlatans aussi, donc il faut faire très attention. Donc, il faut bien choisir, je dirais, son praticien. Que ce soit un médecin, que ce soit, je dis moi, les compétences de chacun sont limitées, tout le monde ne peut pas faire tout. Voilà, il faut pouvoir être humble et dire quand nos capacités, nos limites s'arrêtent.
Donc ça, c'est vraiment important. Travailler en collaboration, que toutes les équipes médicales, qu'elles soient ou pas dans la médecine traditionnelle ou dans la médecine, les médecines alternatives, en collaboration, sans juger, sans pointer du doigt, vu que le but final, c'est quand même le bien-être du patient et aider ce patient à se sentir mieux. Donc, il faut vraiment un petit peu changer son raisonnement, ne plus se tirer dans les pattes, voilà, essayer voilà, de faire des traitements simples. Là, on parle d'alimentation normale. Donc là, je vous ai pas parlé d'une cure particulière, ça c'est mauvais pour la santé, ne mangez pas ça. Éliminez tous les produits industriels et vous en porterez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je vais laisser un petit temps de questions-réponses maintenant, parce que j'ai fait vraiment tout le tour. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, je suis encore là. Voilà, je vous ai cité un petit peu quelques séries pour les gens qui n'ont pas le temps de lire, par exemple. Il y a pas mal de séries intéressantes sur... bah oui, il n'y a pas que des films pourris sur Netflix. Il y a quand même des séries qui sont... donc Diagnosis, il y a Que veut le docteur aussi, qui sont des séries très sympas. Il y a The Hill, donc qui est aussi une série liée un petit peu... il y a Les dérives médicales. Donc il y a pas mal de séries intéressantes. Je crois que je les ai tous faites sur Netflix. Qui sont intéressantes, qui parlent pas mal de patients, de vrais cas de patients, avec des retours, voilà, et on voit vraiment la souffrance, la douleur des patients, et ça vous donnera une idée un petit peu des différentes approches. Alors, bizarrement, au Canada, j'ai pu constater que les médecines alternatives étaient quand même acceptées dans le cadre même de médecine allopathique traditionnelle, ce qui est très intéressant. Ici, j'ai pas encore eu de médecin. Moi, à chaque fois que je parle de médecine alternative à mon toubib, il me rit au nez. Donc, en me disant, oui, mais c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. C'est un peu triste, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment fait un vrai survol de ce qui existe. Je me tiens à vos dispositions en privé, en tout cas, ou même sur mon mur, vous pouvez y aller en dessous de la vidéo pour si vous avez des questions. Alors, pour les questions beaucoup plus personnelles, de pathologie plus personnelle, à ce moment-là, je vous demanderai de passer en message privé. Je vous donnerai un petit peu les indications ou les conseils en fonction du cas par cas. Voilà, comme ça évite d'allonger la vidéo voilà, pour tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vois pas d'autres messages. J'essaie un petit peu de regarder si j'ai raté quelques petits messages. Alors, ah oui, l'huile de CBD, les opiacés, oui, voilà. On a un petit peu fait le tour. Voilà. Donc, moi, je répondrai à vos questions en privé, n'hésitez pas, des petits commentaires aussi en dessous. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je reviendrai avec des thèmes un petit peu plus pointus. Je reprends aussi mes consultations, donc sachez-le. J'ai fait une petite pause de 3 mois pour des raisons privées positif, donc je vous assure. Mais voilà, je suis de retour en pleine forme. J'ai eu le temps un petit peu de m'inspirer de pas mal de choses, de rencontrer pas mal de monde aussi. Donc voilà, je reviens avec quelques petites nouveautés et voilà, et j'essaye un petit peu pour mes patients actuels de retrouver une solution parce que c'est toujours pas évident pour tous mes patients. Et voilà, donc en espérant avoir des questions, des retours. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.